Cocotte, comment ça va? Comment ça va? Comment ça gaze? Bien, je l'espère, ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu ma tête. Comme tu le sais pertinemment, j'ai privilégié le son, j'ai privilégié ces derniers temps mes conversations avec Shadia. Tu les as toutes écoutées, les conversations sur la beauté, sur la passion, sur le jeu. Euh, Ça a été un vrai plaisir de travailler avec Shadia. On continue de bosser ensemble. Il va y avoir du sport, comme dirait l'autre, pour l'année 2025. Je ne t'en dis pas plus. Si je t'ai convoqué aujourd'hui, non pas à la barre des accusés, mais à la barre des copains-copines, c'est parce que j'avais envie de te parler de plusieurs séries. Tu sais que je suis un amoureux fou de l'art de la narration. J'adore que l'on me raconte des histoires, j'adore en raconter moi-même, tu le sais pertinemment. Et j'ai découvert quelques séries qui m'ont inspiré le constat suivant. J'adore les obsédés. Voilà, c'est dit, t'en fais ce que tu veux. Non, je plaisante. Tu n'en fais pas ce que tu veux, on va en discuter ensemble. J'adore les obsédés. Et à travers ces quelques séries dont on va parler, The Day of the Jackal, très bonne série d'espionnage britannique. Senna, une série brésilienne sur le pilote Ayrton Senna. Rising Impact, un animé japonais sur des férus du golf. Quoi d'autre? Solo Leveling, qu'on ne présente plus dans les milieux geeks, mais pas seulement. Voilà, toutes ces séries ont pour point commun l'obsession. Voilà. L'obsession mode d'emploi, à quoi nous mène l'obsession euh, qui, de prime abord, à froid, est un état plutôt négatif. On a plutôt envie de se départir des obsédés. C'est pas un compliment qu'un obsédé. Bon. Les monomaniaques, qui sont-ils? Alors, on va commencer par The Day of the Jackal. Alors, je vais traduire, n'aie pas peur. Le jour du chacal. J'ai pris des notes sur cette série anglaise. Tout en regardant la série, si tu veux, je me disais, putain, il faut absolument que j'en parle, quoi. C'est important que je le dise à mes amis, que je dise ce que j'en pense, tu vois. Et, euh, et j'ai résumé la série comme suit. L'histoire d'un chasseur pris en chasse. C'est ça, The Day of the Jackal. L'histoire d'un chasseur pris en chasse, c'est l'histoire d'une obsession monomaniaque, je te l'ai dit, et de ses conséquences sur le milieu ambiant. Charles, mieux connu sous le nom de code le Chacal, est un tueur à gages d'une exceptionnelle maestria. Le mec est capable de te shooter en pleine tête à une distance de 1400 mètres et des bananes. Il a un don pour cela. C'est un fou furieux de la précision millimétrée et en amont, un fou furieux de la préparation. Ok, parce qu'on ne devient pas tueur à gages au saut du lit. Ça demande énormément de préparation. Sa minutie à ce Charles en matière du choix des armes. euh, En termes de contrefaçon de l'apparence. Il passe son temps à contrefaire sa jolie apparence de dandy british. Euh, c'est tout à fait remarquable. Ce mec-là donc, est traqué par le MI6, le MI6 de James Bond, hein, l'organisation des agents secrets britanniques. Il est traqué par le MI6 et notamment par un agent du MI6, Bianca. Ok. Et pareil, Bianca, si tu veux, c'est une obsédée de la traque. Bon. Euh, alors, pourquoi le chacal? J'ai cru comprendre que je suis pas très doué en animaux, mais j'ai cru comprendre que le chacal était un animal opportuniste et adaptable, comme l'est Charles, le héros dont je viens de te parler. Euh, alors, il y a
Un point commun entre les forces en opposition, donc Charles d'un côté et Bianca de l'autre, c'est la famille. Ok. C'est-à-dire que Bianca, qui est dévouée corps et âme à son métier d'agent secret et de traqueuse de criminels, a une famille, ok, un mari, une fille. Euh, Elle néglige cette famille, c'est pas un spoil, tu le comprendras très vite, elle néglige cette famille, non pas qu'elle n'aime pas sa famille, tout au contraire, mais l'obsession dont je te parlais l'habite totalement. Et forcément, ça a des conséquences. Je te parlais des conséquences sur le milieu ambiant, ça a des conséquences sur sa vie de famille, sur son mariage, puisqu'à un moment donné, son mari, si tu veux, bah, comprend que madame soit occupée au point de rater le récital de sa fille, au point de rater ses engagements conjugaux. Euh, il le comprend jusqu'à un certain point. Évidemment, ça se délite au fil des épisodes. Et on voit que Bianca est tiraillée entre son besoin du foyer, entre la place qui lui est accordée au sein du foyer par sa femme et sa fille, son mari, excuse-moi, et sa fille, et la mission qu'elle doit remplir, à savoir attraper Charles. Ok. Et Charles, de son côté, c'est la même chose. C'est un obsédé, euh, un monomaniaque hors pair. Tu as l'impression qu'il vit dans un tunnel, si tu veux. C'est-à-dire que, et ce qui est très fort, c'est qu'il arrive à ne pas en être, à ne pas en devenir robotique. C'est que lui aussi a une famille, il a un petit garçon, une femme, qu'il a logé en Espagne. Il gagne des pépettes comme jamais, si tu veux. Donc avec cet argent, eh bien, il a logé sa femme et son fils dans une immense villa à Cadiz, Cadiz, je crois qu'on dit Cadiz, en Espagne, en Andalousie, me semble-t-il. Et, et il n'a de cesse, si tu veux, d'être en relation avec sa femme, ne serait-ce que par téléphone, parce qu'il n'est pas souvent sur place, le Charles, tu vois, occupé à tuer des gens. On ne peut pas être au four et au moulin, et quelque part, il déplore le fait que sa femme, évidemment, en conçoive de plus en plus de contrariétés, voire même de peine. Puis à un moment donné, à la peine va s'ajouter la suspicion. Ok, parce que concrètement, le mec lui a pas dit bah, ce qu'il faisait de ses journées, tu vois. D'où sort tout cet argent, Charles, tu vois? Comment toi, jeune British, tu nous achètes une hacienda, je crois qu'on dit comme ça, au cœur de l'Andalousie? Comment où tu trouves l'argent? Au départ, tout à fait inamouré, son épouse espagnole ne se pose pas de questions. Et puis à un moment donné, voilà, évidemment, les choses s'enveniment. Donc, ce qui est fortiche, c'est que on a deux adversaires, Bianca et Charles. Chacun occupe un côté de l'éventail, mais ce qui les rassemble est incroyablement puissant. Ok, la famille. Ce sont des êtres sensibles. Ils sont obsédés, ils sont ambitieux, mais ils n'en sont pas moins sensibles. Je voulais aussi te parler du contraste, mon ami, parce que finalement tout est là. Tu sais que le contraste est mon péché mignon. C'est comment dire ça, le magnum opus des ingrédients narratifs. C'est-à-dire qu'une bonne histoire, selon moi, contient nécessairement cet ingrédient-là, le contraste, en son noyau. Si tu prends celle-ci, Charles, alors c'est pas son vrai nom, d'accord? Charles n'est pas son vrai nom. Le chacal, tu l'auras bien compris, n'est pas son vrai nom. Il est jeune, mais terriblement expérimenté. L'acteur, c'est Eddie Redmayne. Je ne sais pas si tu connais Eddie Redmayne. C'est un jeune rouquin très plébiscité depuis de nombreuses années maintenant. Il a joué dans Les Piliers de la Terre, il a joué dans The Danish Girl, il a joué dans Les Animaux Fantastiques, il a joué dans Les Misérables. Donc tu vois, c'est un jeune homme, hein, il a une petite quarantaine d'années. Il fait plus jeune que son âge,
Mais il a beaucoup d'expérience en tant que comédien, et finalement, ce contraste-là entre la jeunesse et l'expérience se reflète tout à fait dans son interprétation du Jackal. Ok. Tu vois que c'est un mec qui est relativement lisse, ou plutôt neuf, de par les années au compteur. Il n'en a pas beaucoup au compteur, mais il a une expérience de fou. Je ne te dis pas d'où il vient, parce que je ne vais pas non plus tout te spoiler. Je ne te dis pas comment est-ce que Charles a acquis cette maestria de tueur à gages. Quand je te dis que le mec, voilà, il a son fusil dans les mains, toi, il est à Paris, admettons, toi, tu es à New York, si tu veux, bam, il te vise et boum, t'as plus de tête, en fait. C'est incroyable ce qu'il fait. Une précision fulgurante. Après, il n'a pas n'importe quelle arme entre les mains. Ça joue aussi. Il a un rapport, il entretient un rapport très étroit au, au marchand d'armes, non seulement le marchand d'armes, mais celui qui, lui, qui conçoit les armes. Tu vois, une espèce de forgeron des temps modernes, comme ça, qui conçoit les fusils dernier cri, les armes que tu n'as jamais vues, en fait. Espèce de truc. Moi, j'ai aucune connaissance des armes, tu vois, mais visiblement, c'est pas n'importe quoi ce qu'il a entre les mains, mais il sait s'en servir, le Charles, tu vois. Donc très très expérimenté tout en étant jeune. Ils n'ont pas pris un acteur buriné, un acteur voilà que tu sens le vécu. Non, ils ont pris Eddie Redmayne qui est tout fin, tout jeune comme ça. Euh, et en même temps, ce Eddie Redmayne, il a quelque chose. C'est marrant parce qu'il s'appelle Redman, l'homme roux. Alors c'est pas tout à fait man, c'est Mayne, mais quand tu le dis vite, ça fait Redman. Il se trouve qu'il est roux. Bref, moi je ne suis pas roux, je suis blond peroxydé, je n'ai pas vieilli d'un coup, n'aie pas peur. Voilà. Je suis blond peroxydé, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, et demain, je serai autre chose, tu me connais. Donc, si tu veux, il est contrasté, le Eddie. Il est très contrasté. C'est un dandy, le personnage du Jackal est un dandy très propre sur lui, comme ça, très british, tu vois, il pourrait tout à fait incarner James Bond. D'ailleurs, c'est rigolo parce que Bianca, son adversaire, l'actrice qui joue Bianca, plus exactement, a joué dans James Bond. D'ailleurs, on a cru à un moment donné qu'elle reprendrait à son compte le rôle de James Bond, cette actrice britannique. Donc, elle est partie intégrante du MI6 dans les James Bond, et là, c'est la même chose. Elle joue un agent du MI6. Donc, si tu veux, il est très James Bondien, hein, le chacal, des sapes. Et d'ailleurs, je crois que Eddie Redmayne disait dans une interview qu'il aurait bien aimé conserver les sapes pour lui. Il avait oublié de le dire à la production. J'aimerais bien garder la chemise et le sweat et le truc et le machin, tellement c'était stylé. Et en même temps, le mec exécute les basses besognes. Il ne cesse de tuer des gens tout au long des 12 épisodes. Il tue sans arrêt, si tu veux. Et même quand il n'est pas censé tuer, il tue. Parce qu'en fait, voilà, à un moment donné, il va commettre une erreur et se faire remarquer. Et voilà, pour éviter l'escalade, il va tuer le témoin. OK? Donc, son chemin est pavé de morts comme ça. Mais quand tu le regardes, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, quoi. Il a l'air tellement sympa, le gars. Euh, tout en étant inaccessible. Il a l'air sympa, tu as envie d'être son pote, et en même temps, le mec te dit, moi, je collabore pas. À un moment donné, il discute avec un commanditaire et elle lui dit, ouais, donc alors pour notre collaboration, voilà comment on va procéder. Je t'arrête tout de suite, je ne collabore pas. Ok, soyons clairs. Donc il est ultra protecteur de son identité, de ses identités. Comme je te l'ai dit, hein, c'est un champion du déguisement, de la contrefaçon. Euh, C'est pareil, hein, le maquillage, c'est bien fait. Le mec, il incarne à un moment donné un vieil homme de 80 balais, tu vois, diminué physiquement. Tu le reconnais pas, ça, tu peux pas le reconnaître. Euh, c'est tout à fait singulier. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Il est parfaitement amoral, Charles, je te l'ai dit. Il tue pour des organisations véreuses, des organisations voilà, très peu recommandables, et la plupart étant
on top of the game, tu vois, on parle de l'élite, tu vois, mais de l'élite Illuminati, de l'élite secrète, tu vois, tu connais pas ces gens-là. C'est pas, je te parle pas des mafiosi, des films de mafiosi, non, 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 c'est l'élite occidentale, si tu veux, qui requiert ces services. Et, euh, et donc, il exécute les basses besognes sans le moindre atermoiement, tu vois, il se pose pas de questions, il tue, voilà, sans engagement politique, sans conviction, non. Tu te demandes pourquoi il fait ça. Moi, je pense qu'il fait ça par amour de son occupation, par amour de la chasse. C'est un chasseur, j'ai commencé par le dire. Enfin, il fait même pas ça pour la thune, parce qu'à un moment donné, sa femme lui dit, mais tu vois, voilà, quand elle découvre le poteau rose, hein, elle lui dit, voilà, pourquoi tu continues à faire ça? On a suffisamment de thunes, frère. À un moment donné, arrête. Mais il continue, il ne peut pas s'en passer, tu vois, c'est une addiction, en fait. Et je crois que c'est pas l'argent qui le stimule, c'est le frisson que lui procure la chasse, la traque. Je te dis, le mec, il lâche rien, tu vois, rien. Il échoue une fois, c'est pas grave. Il recommence jusqu'à ce qu'il réussisse. Il prend des risques de fou, évidemment. Surtout qu'il a Bianca à ses talons, tu vois. Bianca, c'est un putain de pitbull, si tu veux. Et rien que d'y penser, tu vois, je me dis que ce qu'il fait est détestable, mais l'esprit qui l'anime, l'esprit monomaniaque, me fascine. Et je te dirai pourquoi ça me fascine. Euh, Bianca, alors Bianca, elle est impitoyable. Alors, totalement impitoyable. Quand il faut soutirer des informations à ses victimes, elle n'y va pas par quatre chemins, si tu veux. Concrètement, elle cause le suicide d'une jeune femme. Pas le suicide, excuse-moi, pas, non, pas de la jeune femme. Mais disons qu'elle y est pour quelque chose dans l'arrêt cardiaque que subit une toute jeune femme. Ses méthodes d'investigation peu orthodoxes y sont pour quelque chose dans la mort de cette jeune femme. Elle provoque le suicide d'un autre protagoniste. Alors, elle a des remords, encore une fois, hein, ça n'est pas un androïde, elle a des remords, mais vaille que vaille, elle poursuit son but. Elle s'est fixé un but, tunnel vision, tu vois. Encore une fois, ce qui est très fort, c'est le contraste. C'est que tu as des personnages qui sont sensibles, hautement sensibles, elle comme lui, Bianca comme Charles, tu vois. Et c'est ça qui fait tout le sel de la série, finalement. C'est la complexité, c'est l'ambiguïté de ces personnages-là. Et leur expertise, putain, leur expertise, quoi. Tu sais que l'expertise, c'est un truc qui me rend toute chose. Donc, le talon d'Achille de Bianca, c'est sa famille. Le talon d'Achille de Charles, c'est sa famille. Que va-t-il se passer à la fin? Comment tout cela peut-il bien se terminer? Je ne te le dis pas évidemment, mais je te recommande chaudement cette série. Alors, Eddie Redmayne fait un travail remarquable de comédien parce que mon allégeance de spectateur lui est vouée, tu vois. C'est-à-dire qu'il a beau incarner le criminel, le némésis, l'homme à abattre, eh bien, je ne peux m'empêcher de le voir comme le champion de l'histoire, si tu veux. Ça n'est pas un preux chevalier, loin de là, mais c'est le champion de l'histoire, quoi. Il a ce talent-là, cette ambiguïté-là, tu vois. Il t'est rendu sympathique par la qualité de son jeu d'acteur, lors même qu'il est tout à fait détestable. Enfin, à un moment donné, voilà, il va se rapprocher de quelqu'un. euh, Quand je te dis se rapprocher, c'est se rapprocher de quelqu'un, et il n'hésitera pas à éliminer cette personne, si tu veux, parce que cette personne, à un moment donné, est sur son chemin, tu vois. Bon. Tant que tu n'es pas sur mon chemin, ça va, mais s'il te plaît, ne me gêne pas, ok? Ne me gêne pas, j'ai quelque chose à accomplir. Bref, je voulais te parler également de Senna.
Alors, Senna, c'est pareil. On a droit à un monomaniaque, pas du tout dans le domaine de la criminalité, comme pour le Chacal, mais dans le domaine de la course automobile, hein. Tu connais l'histoire d'Ayrton Senna, tu connais les grandes lignes, certainement, comme je connaissais les grandes lignes avant de manger cette série. Mini-série, hein, 8 épisodes, c'est fait. Je te recommande vraiment ça. Alors, ce qui est formidable avec Senna, alors c'est rigolo parce que ses parents l'appelaient Becco. Il s'appelle Ayrton. Il est était d'origine sicilienne par sa mère. Senna est un nom sicilien, je l'ignorais. Il est brésilien, évidemment, de nationalité, tu le sais. Euh, cette série m'a inspiré plusieurs choses. Déjà, un, mon rapport à la vitesse. À la vitesse, à la prise de risque et aux voitures. Je n'ai a priori aucun rapport à ces trois éléments-là. Vitesse, prise de risque, bagnole. Parce que Senna, il faut le savoir, il conduisait comme un fou furieux. Alors, un fou furieux expert de la folie furieuse sur un circuit de Formule 1. Le mec savait exactement où il allait, tu vois, mais il prenait des risques totalement inconsidérés. Enfin, Alain Prost, qui était son grand rival, il le regardait, genre, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois, c'est un malade. On l'appelait le maître de la pluie ou le dieu de la pluie. Il ne courait jamais mieux que sur un terrain glissant au possible, tu vois. Quand il remporte ce Grand Prix, je crois que c'est le Grand Prix de Monaco, à bord de sa McLaren. Il a fait tellement d'écuries différentes. Il a été chez Toleman, il a été chez Lotus, il a été chez McLaren, il a fini chez Williams, si tu veux, et je crois que son premier Grand Prix il le remporte avec McLaren, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, Sous la flotte, une flotte battante. Et le mec, si tu veux, s'est entraîné à courir. On dit courir, hein, on ne dit pas conduire, on dit courir, bref. Pour les pilotes de F1, il s'est entraîné comme un fou, quand il était gosse, à courir sous la pluie, sous la tempête, tu vois. Donc il savait faire. T'imagines les risques que tu prends. Parce qu'il accélère. Le mec ne fait qu'accélérer. Quand toi, tu as envie de lever le pied, forcément. Lui, il appuie sur le champignon. Je n'ai aucun rapport à la bagnole. Si tu veux. Je ne conduis pas. Quand j'étais gosse, je ne jouais pas aux petites voitures. Tu vois, la voiture, c'est un monde à part. Tu vois, je ne suis pas connecté à la voiture. Mais qu'est-ce qui fait que j'adore cette série? Qu'est-ce qui fait que quand je regarde Senna, moi qui suis plutôt lent, quand je dis lent, c'est lent dans ma réflexion, lent à mettre en place les différentes actions que je dois mettre en place, tu vois. Je prends le temps de la réflexion, un temps parfois un petit peu trop long. Euh, Quand tu es pilote de F1, t'as pas le temps, frère. Tu vois, j'en perds mon latin, tu vois. Et je suis fasciné par les gens capables de telles prouesses sur un circuit, capables de réfléchir si vite, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que l'intelligence, c'est pas seulement quelque chose qui te fait croiser les jambes dans un salon mondain, n'est-ce pas, à dispenser ton savoir, à étaler ta science théorique comme de la confiture. Non, l'intelligence se mesure, selon moi, aussi, pas que aussi, à la rapidité d'exécution, si tu veux. Senna était d'une intelligence folle quand il s'agissait de réagir vite à un virage que tu vas prendre là à 300 km/h, tu vois, à réagir vite, à savoir si tu vas doubler ton adversaire ou au contraire le laisser passer, parce que si tu cherches à le doubler, ça va être l'accident, tu pars à l'accident, tu vois. Il faut réagir vite. Euh, Son intelligence ne se déployait jamais mieux que dans ces moments-là, d'immenses tensions nerveuses, tu vois. Ça m'a profondément fasciné. Peut-être que je suis au fin fond de moi-même un pilote de F1, qui sait. Peut-être que je suis beaucoup plus rapide d'exécution que je l'imagine, tu vois. C'est pas tellement une projection, un fantasme, mais peut-être que les qualités de Sénat, je les ai, que je les ai tout simplement laissées pourrir en mon fort intérieur et que j'ai mis d'autres qualités en branle pour me constituer ce que tu vois là, sur ton écran, tu vois. J'en sais rien. Je sais pas d'où vient cette attraction, mais elle est là. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu, ça, dans la série, tu vois. Cette scène où lui-même reconnaît qu'il atteint une espèce
de Nirvana, tu vois. Il le dit pas comme ça, mais à un moment donné, dans sa bagnole, je crois que c'était le Grand Prix de Monaco, il ne fait plus qu'un avec la voiture, il ne fait plus qu'un avec la route, il ne fait plus qu'un avec l'art qui est le sien, l'art de conduire, et qu'il atteint des sommets, tu vois, de conscience, conscience aiguë de ce qu'il est en train de faire. Ah, c'est fascinant, puis c'est tellement bien filmé, putain. Oh, waouh. L'équipe de tournage brésilienne, elle a fait un travail monstre, monstre. Recréer les années 70, 80, années qu'a traversé Ayrton Senna, recréer des circuits de Formule 1 situés voilà, aux quatre coins du monde, mais on va amener tout ce petit monde-là euh, sur un plateau de tournage. C'est fantastique. C'est fantastique. Recréer des bagnoles, les bagnoles de l'époque. Tu vois, les bagnoles de course de l'époque. Un travail titanesque derrière cette mini-série. Euh, ouais, mon rapport à la vitesse et la prise de risque a changé depuis que j'ai vu Senna. Ou alors peut-être que je me suis rendu compte de quelque chose. Je pense que j'ai ça en moi. Il y a un risk taker en moi. Ça ne se voit pas comme ça, mais laisse-moi creuser. Ce qui m'a aussi fasciné avec cette série, c'est, au-delà du côté spectaculaire, c'est le destin. C'est le destin de cet homme. Tu as vraiment le sentiment qu'il était. Alors, je sais qu'il n'est pas, il est pas de notoriété publique de croire au destin de nos jours, tu vois. Tout le monde te dira, on fait son propre destin, l'être humain est doué de libre arbitre, il prend ses propres décisions, etc. Il n'y a pas de destin. Rien n'est écrit à l'avance. Quand tu étudies la vie de Sénat, tu as l'impression véritablement qu'il y a un destin pour certains d'entre nous. Tu vois, la façon dont il arrive en Angleterre, après avoir quitté le Brésil, il était censé rester 1 an en Angleterre pour courir. Il y a été avec sa femme de l'époque. Puis sa femme lui a dit, écoute, on y reste 1 an, parce que moi, les Anglais, bon voilà, je les aime bien, mais vite fait. Le temps pourri de l'Europe, là, ça va 2 minutes, il fait froid, j'aime pas ce qu'on y bouffe. Tu vois, le Brésil me manque. Donc, à un moment donné, Beko, on va rentrer au pays, tu vois. Et Beko lui dit, oui, bien sûr, ma chérie, évidemment, laisse-moi courir pendant 1 an, sous la bannière Toleman, l'écurie Toleman, et puis on rentre à la maison. Et le mec, au bout d'1 an, si tu veux, il fait des progrès fulgurants, il se fait remarquer par l'intelligentsia du sport automobile. Il est prometteur, tu vois. Mais il rentre au pays sous l'injonction de sa femme et de ses parents, parce qu'il a une relation très belle, très intense à ses parents. Becco. Et il rentre au pays, tu vois, puis à un moment donné, il dépérit. Il dépérit. Il dit non, quitte à risquer mon mariage, je me dois de revenir en Angleterre, tu vois. Je ne peux pas faire autrement que d'aller vivre en Angleterre où mes compétences de pilote de Formule 1 sont reconnues. Je veux exploiter ce filon jusqu'à la trame, quitte à perdre dans l'aventure ma propre épouse, puisque son épouse lui dit, bah, puisque c'est comme ça, Coco, on divorce. Ok, on divorce. Tu vois? Il aimait sa femme. Et il aime ses parents. Ses parents ont peur, si tu veux, qu'ils finissent par mourir. Attention au spoil qui arrive. Ils finissent par mourir sur le circuit. Ils l'encouragent en même temps, ils le retiennent, tu vois. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un enfant qui est fanatique de sport extrême, tu vois, qui met sa vie en jeu? Enfin, tu vois, comment tu fais quand tu as un enfant comme ça? Est-ce que tu l'encourages? Est-ce que tu le dissuades? Est-ce que tu lui dis, vas-y, mais vas-y, mollo? Comment tu veux? Comment tu veux? Comment veux-tu aller mollo dans une bagnole qui te propulse à 300 km/h? Tu vas comment, mollo, tu vois? La relation à ses parents est très, très, très jolie. Mais c'est un monomaniaque, tu vois. Il n'a pas d'autre choix que de concourir et de courir. Il n'a pas d'autre choix. Et la veille de sa mort, c'est pareil, c'est que il est persuadé qu'il ne doit pas courir à Imola, en Italie, en 1994, à bord de sa Williams. Il est persuadé que c'est la course de trop. Tout le monde lui dit, tu ne devrais pas courir, frère. Pourquoi je dis frère tout le temps? J'ai pas 17 ans. Qu'est-ce qui m'arrive?
Tu devrais pas courir, Ayrton. Ayrton, comme on dit au Brésil, Ayrton. Euh, les conditions sont merdiques. Les conditions logistiques sont merdiques. La piste est merdique. Il y a des trous partout. La bagnole, elle tangue. Tu vois. Prends la tête de l'association des pilotes, s'il te plaît, et sors-nous de ce guêpier. C'est ce qu'on lui dit. Et il en parle à Alain Prost, son grand rival, qui lui déconseille de courir, qui lui dit, au contraire, comme je viens de te le dire, de prendre la tête d'une association, d'un syndicat des pilotes en faveur de la protection de la vie humaine, de la vie des pilotes, si tu veux. Parce que les directeurs d'écurie, ils s'en foutent, tu vois. Mec, t'es un gladiateur, en fait. Tu rapportes du pognon, t'es Ayrton Senna, t'as gagné 3 fois le championnat du monde. Voilà, il y aura des millions de gens qui vont te regarder à travers la planète et autour du circuit. Non, il n'y a pas moyen d'arrêter cette course, tu vois. Non, on dit non. Ayrton dit, parce que une tête brûlée, le gars, tu vois. Il s'est heurté toute sa vie de pilote du rang à l'intelligentsia du sport automobile, tu vois, aux gens d'argent, qui le voyaient comme une poule aux œufs d'or, tu vois. Le nouveau héros brésilien, tu vois. T'as eu Pelé et tu as Ayrton. Mais il va courir. Il sait qu'il ne doit pas le faire, mais il le fait quand même. Tu vois. Comment t'expliques ça? Son médecin lui dit, juste avant qu'il ne rentre dans la bagnole, il dit, viens, on va aller pêcher. Viens, on va pêcher. Arrête tout ça. Tu es triple champion du monde. Viens, on va pêcher. Viens, tu aimes pêcher, moi aussi. Viens, on y va. Ayrton dit, non, je ne peux pas aller pêcher. Je peux pas. J'ai rendez-vous sur la piste. Le destin. Tu vas me dire, mais non, voilà, il était têtu, inconsidéré. Inconsidéré à cet échelon-là d'expertise. Le mec, il sait, il ressent la bagnole comme il ressent son propre corps. Il ne fait qu'un avec l'occupation. Tu vois? Bien sûr qu'il connaît les risques. Donc quoi, il était suicidaire? Je pense pas. Non, je pense que à un moment donné, c'était comme écrit, quoi. Il devait remplir ce rôle-là. Et d'ailleurs, il a dit, moi, mon rôle, c'est de donner foi aux jeunes Brésiliens, quelle que soit leur ascendance sociale, leur donner foi, leur dire que c'est possible. C'est possible. Ah bon, les Latins ne peuvent pas conduire des bagnoles F1 parce que c'est ce qu'on lui a dit au début. Il a vécu la xénophobie en Angleterre, tu vois. Le petit Brésilien, là, qui parle à peine anglais, pour qui il se prend, tu vois, face au ténor de la profession. Il a vécu ça, tu vois. Et sa mission, c'était de dire aux déshérités, You can do it. If I can, you can. Une fois sa mission remplie, il meurt. Et il n'a pas laissé d'enfant, tu vois. Il n'a pas laissé d'enfant, mais il a laissé un héritage. Une superbe série, je te la recommande. Euh, Rising Impact, pareil. Animation japonaise, un animé de toute beauté. Sur le golf, tu vas me dire, mais ces Japonais, ils sont vraiment extraordinaires. Ils arrivent à te faire une série sur le golf tout à fait captivante. Qui fait ça? Les artistes japonais font ça. Le golf, quoi. J'aime bien le golf, mais de là à en faire une série, tu vois, avec des gamins qui essaient de taper dans la balle, c'est chaud. Et ben ça fonctionne. Et en plus, les artistes japonais qui ont créé Rising Impact ont transposé le mythe arthurien sur le green. Donc tous les golfeurs, les jeunes golfeurs en question, portent des noms de chevaliers de la table ronde. Gauvin devient Gawain, tu as Tristan, tu as Arthur, bien sûr. C'est que des trucs comme ça. Tu te dis, mais quel est le rapport entre le golf et le cycle arthurien? Il est où le rapport? Euh, elle est chouette, cette série. Et tu vois comment c'est quel accent ça? Gawain, il s'appelle Gawain, c'est pour ça que je dis Gamet. Gawain, donc Gauvin, qui est le héros de Rising Impact, c'est un gamin qui vit au fin fond de la Cambrousse, là, dans ces montagnes, et qui, suite à une rencontre, décide de se lancer dans le golf, et qui commence par s'entraîner bah, dans sa montagne, là où il peut, et puis descendre sa montagne pour aller vivre à Tokyo, et être pris en charge par les experts de la profession, tu vois, qui ont reconnu en lui une graine, une graine de talent, et surtout beaucoup de détermination, tu vois. Tout ce qui relie les personnages principaux de ces séries dont je te parle, c'est la détermination
que ce soit pour Charles, le tueur à gages, pour Bianca du MI6, pour Senna au volant de sa F1, Gawain avec son driver à la main, ils sont tous obsédés, obsédés. Hippo, même chose, Hippo, le boxeur. Je regarde ça avec mon fils, tu vois, on est pareil, on n'est pas des fans de boxe à l'origine, mais c'est un peu Rising Impact, mais version golf, tu vois. C'est le déploiement d'un être tout jeune, tout neuf, qui s'auto-destine à l'excellence par le truchement de l'obsession, quoi. C'est-à-dire que la boxe devient tout pour Hippo. Solo Leveling, même chose. Jin Woo, le héros de Solo Leveling, il ne cesse de croître, il ne cesse euh, de se distinguer au fil des épreuves qui ont tout l'air d'être partie prenante d'un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo à- façon animée, quoi, Solo Leveling. Et, euh, et Jin-Woo est tout à fait monomaniaque. J'aime beaucoup la façon dont il évolue. Le mec, au début, il paye pas de mine, espèce de geek comme ça, tout fragile, qui devient espèce de massacreur de démons, de bêtes cheloues. J'aime beaucoup ces histoires-là. Tu sais que je suis passionné par la transcendance. Je pense que la monomanie, l'obsession, donne lieu à la transcendance, c'est-à-dire à la réalisation de son plein potentiel. C'est ça la transcendance, hein, pour descendre de mon côté mystique, tu vois, mais c'est voilà, c'est la réalisation de ton plein potentiel. Pour cela, d'une certaine manière, tu te dois peut-être de t'isoler, de te concentrer plutôt que de te dissiper, et en dépit de l'impact que ça peut avoir sur le milieu ambiant, la famille, les amis, etc. Tunnel vision, tu vois, les œillères. C'est vertigineux, c'est flippant. Je ne sais pas si c'est recommandable, mais moi, ça me touche. Euh, Parce que pour moi, si tu veux, être, c'est faire. Tu vois. Je ne suis pas ce que tu vois là. La tête que j'ai, voilà, c'est la tête que j'ai. La bizarrerie, ça ne me définit pas vraiment. Ce qui me définit, c'est ce que je fais de mes deux mains et de ma vieille caboche. C'est ça qui me définit. Et, euh, et j'aime les obsédés. J'aime les gens qui ont cette espèce de folie douce, tu vois, qu'on se souffle, parce que ça demande de l'endurance, tu vois, de rester obsédé par une occupation, par quelque chose qui au départ t'est extérieur et que tu vas apprendre à maîtriser et à faire tien. Euh, c'est la condition sine qua non de l'excellence. Dis-moi ce que tu en penses, s'il te plaît. Je t'ai parlé de tout, là. Ouais, je t'ai parlé de tout. Ouais, je t'ai parlé de tout. Tu as des choses à regarder en 2025, mon ami, ok?